S'agissant de la pédophilie, c'est résolument, hardiment une affaire compliquée. Très compliquée même. Quand une personne âgée de la quarantaine ou de la cinquantaine, voire de la soixantaine, viole ou sodomise un nourrisson âgé de moins de 5 ans. C'est le moins que l'on puisse dire de cette affaire à la fois sinistre, rocambolesque, scabreuse, abracadabrante, survenue dans un passé récent, dans l'arrondissement de Dibambari, à quelques kilomètres de la ville de Douala, où un septuagénaire, 76 ans, aurait violé et sodomisé jusqu'au pourrissement de ses organes génitaux et à plusieurs reprises, un nourrisson âgé de 18 mois seulement. Pire encore, sa propre arrière-petite-fille à lui. Depuis près de 8 ans, on ne l'a ni vu ni entendu. Figure phare du petit écran courant de la décennie 2010, notamment à travers ses émissions d'investigation, Canal Détective, Au-delà des faits, Ruben Malik Djoubissi a disparu des radars. Où étiez-vous passé depuis tout ce temps, Ruben Malik? Déjà, bonjour Kevin. J'étais présent à suivre ce que vous faites au quotidien, à suivre ce que font les confrères, à regarder l'actualité, les différentes activités qui se développent dans le pays, et puis aussi à orienter, on va dire, mes compétences vers un autre seuil d'utilité. Pour quelqu'un qui a autant impacté le petit écran, oui, et ceux qui regardaient également vos productions, c'est ça. 8 ans, c'est beaucoup quand même. Bon, que représente 8 ans sur une carrière que l'on voudrait réussir? 8 ans, c'est vrai que c'est très long pour des gens qui attendent. Mais pour moi, qui voudrais développer d'autres qualités humaines, 8 ans, je crois que c'était suffisamment élaboré pour que je puisse perpétuer d'autres objectifs. Peut-être même personnels. Les rumeurs les plus folles ont entouré cette absence. C'est cela. On aborde la question peut-être un peu tôt ou peut-être à chaud, mais abordons-la sans tabou si vous le souhaitez. Et pourquoi pas. On vous a traité de fou. D'accord, ben vous dites fou. Oui, parce qu'un matin, sur sa page, un lanceur d'alerte s'est donné la liberté de parler de mon état de santé mentale sur la base d'une photo sans en avoir des preuves probantes. Et cela a pris, voyez-vous, l'ampleur que cela a dû prendre. Je reconnais qu'à cette période, je traversais des moments très difficiles. Je n'étais pas en activité, j'avais pas de travail. Et je traversais vraiment, pour ma vie, une période assez compliquée. Mais ça ne suffisait pas pour qu'on puisse me prêter, on va dire, un état de démence ou un état de santé qui ne correspond pas à la réalité. Bon, enfin, j'ai vécu ça comme cela m'est venu et puis aujourd'hui, je suis passé à autre chose. On peut quand même revenir sur vos programmes d'investigation. Oui, Canal Détective, je l'ai dit, au-delà des faits. C'est cela, c'est cela. Sacré programme quand même, Ruben Malik Djoubissi. Oui, mais c'était pas le but. C'est pas, moi, je voulais pas créer des sacrés programmes. Je voulais apporter ma petite contribution. Et puis, fort heureusement, j'ai bénéficié de l'acceptation publique, populaire de mes compatriotes et même à l'extérieur. Et voilà, c'était tout bénéf pour notre corporation. Mais c'était pas l'objectif. Des programmes d'investigation à travers lesquels vous avez quand même touché des sujets sensibles, voilà, et même des personnes puissantes. C'est cela. Est-ce que finalement, vous dites que vous avez peut-être payé professionnellement le prix de votre engagement, de vos investigations? Non, d'autres ont payé par leur vie. D'autres ont payé par leur vie. D'autres ont payé par tout ce qu'ils avaient sur cette tête. D'autres ont payé par leur progéniture. Non, je ne pense pas. Je crois que ma vie ressemble à celle d'un journaliste d'investigation. Et puis voilà, quand je m'engageais, je savais à quoi m'attendre, à quoi m'en tenir. Et aujourd'hui, si j'ai la chance de revenir, je pense que je ferai les choses de la même manière, sans bien évidemment heurter. Vous savez, les gens ont peur de la vérité. Pourtant, ce n'est pas le rôle d'un journaliste de dire la vérité. Aussi paradoxal que cela puisse être. Le journaliste ne vient pas dire la vérité, c'est pas son métier de dire la vérité. Le journaliste, c'est un ouvrier de la manifestation de la vérité, voyez. Et mon travail, c'est de dire les faits dans le strict maintien de la charge de la preuve. Et puis après, la vérité, elle se manifeste. Et le journaliste, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Donc, c'est pas mon rôle d'effriter les intérêts. Oui, mais comme je le dis, oui, allez-y, je vous écoute. Non, je simplement dis, quand on traite par exemple de questions liées au crime rituel, on se souvient qu'à l'époque,
il y avait l'évocation de l'implication de certains hauts commis de l'État derrière ces affaires. Quand on parle de problèmes de viol au sein de familles concernant notamment un opérateur économique puissant de l'époque, qui par ailleurs était un partenaire de la chaîne avec laquelle vous travaillez à cette époque-là. Je veux dire, quand on heurte autant les sensibilités en traitant de sujets aussi délicats, est-ce qu'on n'en paye pas le prix? Est-ce que vous n'en avez pas payé le prix? Et qu'est-ce que vous appelez payer le prix? Je dis, ma vie ressemble à celle d'un journaliste d'investigation. D'autres en ont payé par leur vie. D'autres ont payé par tout ce qu'ils avaient et d'autres ont payé par leur progéniture, par leurs épouses. Je dis, écoutez, moi je veux pas remuer le mammouth. Je suis un journaliste d'investigation. Mon travail, c'est de travailler, bien évidemment, à la manifestation de la vérité. Et je suis pas là pour évaluer les risques ou de faire... Moi, je fais attention. Mais je veux dire que les seules précautions que j'ai à prendre, c'est de faire mon travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie, d'être prescrit par les principes de mon métier. Le reste, ça ne me regarde pas, voyez-vous. Ça ne me regarde pas, le reste. Tout à fait. Voilà. Alors, je fais ce que j'ai à faire et puis après, ce type d'évaluation, vraiment pour le moment, d'ailleurs, je n'en pensais pas quand je travaillais. Je faisais mon travail dans le respect des sciences de celui-ci. Quand on a été autant sous les feux des projecteurs, quand on a connu la gloire, belle voiture, belle femme par moment aussi. On doit venir, ouais. et que du jour au lendemain, tout s'arrête. Ouais. Comment est-ce qu'on se sent, Ruben? Ben, votre question, vous savez, voyez-vous, j'ai pas de réponse. Vous savez, si la vie n'est pas celle que vous venez de décrire, où les choses vont de façon sinusoïdale, en dents de scie, quel niveau est-ce qu'elle est passionnante, celle-ci? C'est un challenge qu'il faut recommencer à chaque fois, tomber, se relever. Vous comprenez? Essuyer les railleries de ses concitoyens, de ses compatriotes, parfois de ses contemporains. Et puis se donner le courage de continuer, d'avancer, de bousculer, et d'attendre son heure, d'attendre son moment. Voilà. Puis après, le reste, les belles femmes, les belles voitures, on le dit. Je ne sais pas si ce sont les belles voitures, si c'est la gloire qui donne les belles voitures, les belles femmes, mais je ne pense pas qu'un journaliste a vocation d'avoir toutes ces belles choses. Moi, j'avais la chance d'être en dehors d'être un journaliste. Écoutez, un musicien hier qui disait « J'aime bien le luxe, il n'y a rien de mal à ça ». Pourquoi vous voulez parler de ça? Absolument. Pourquoi? Mais non, c'est pas d'aimer le luxe, c'est d'être, voilà, c'est d'être un élu du luxe. Et puis après, voilà, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Quand ça revient, ça revient. C'est comme les saisons, vous voyez. C'est comme l'argent. Ça vient, ça part. Et puis après, il y a des autres pour qui traverser le désert, c'est de la folie. D'ailleurs, il y a des artistes, vous qui parlez bien des musiciens, un artiste d'ailleurs a chanté, c'était la Pure Panga, que c'est le forage, c'est le game, mais c'est pas la mort, c'est pas la folie. Donc, belle femme, belle voiture, j'ai connu ces moments, mais aujourd'hui, je pense plus que ce sont mes centres d'intérêt. Tout à fait. Voilà, parce qu'en grandissant dans la vie, en évoluant, on change parfois de priorité, on redéfinit ses priorités. Voilà. Et c'est courant de penser aussi. Courant de pensée. Si ouais, je veux en venir. Non. On a promis en début d'émission de n'avoir pas de tabou. Et justement, parmi les rumeurs qui ont entouré votre absence, on évoque une adhésion à des confréries. On a dit Ruben Malik Djoubissi est devenu franc-maçon, par exemple. Vous avez dit de ne pas répondre à la question, hein. Je vous la pose quand même. Qu'est-ce qu'un franc-maçon? Vous, dites-moi, c'est quoi un franc-maçon? C'est quelqu'un qui appartient à la franc-maçonnerie. Mais c'est quoi la franc-maçonnerie? Il y a des indicateurs publics qui montrent que... Est-ce qu'on essaie où? Est-ce que les francs-maçons siègent ou se retrouvent? Une idée vague. Voilà. Les gens ont dit que j'étais devenu fou sans jamais m'avoir vu dans un cabanon. Bon, je vais vous répondre franchement. Moi, j'ai vu à la télévision des francs-maçons dire « je suis franc-maçon » et en parler avec des non-francs-maçons. Bon, je ne sais pas si je suis ce franc-maçon-là ou si je suis un non-franc-maçon, mais je ne sais pas si... Vous l'êtes quand même. Est-ce que vous appartenez à la franc-maçonnerie? Posez la question. Mais qu'est-ce qu'un franc-maçon, monsieur? Je vous pose la question. C'est un adepte de la franc-maçonnerie. Mais c'est quoi la franc-maçonnerie? C'est un courant de pensée, ce que certains décrivent comme une secte, comme une loge, comme une société secrète. Vous voyez que je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Oui. Voilà, je voulais apprendre de vous aussi.
société secrète. Vous êtes franc-maçon? Non, je ne le suis pas. Vous ne l'êtes pas? Bon, c'est moi qui pose des questions. Hein. Bon, mais posez des bonnes questions. Ne confondez pas les rôles. C'est un entretien. Bâtir une maison, c'est bien, mais avec des matériaux authentiques et durables, c'est encore mieux. La solution idéale, c'est Picomsal. Picomsal est spécialisé dans les matériaux de construction des produits de finition authentiques et durables. Picomsal, ce sont ces carreaux, peinture, plomberie et sanitaire, électricité et luminaire, étanchéité, staff et décoration. Picomsal, les finitions, notre domaine. Bon, on va passer à autre chose. Je crois que vous êtes quand même épanché sur la question. Je trouve quand même avec vous que on évoque le regard que vous jetez aujourd'hui sur la pratique du journalisme. Oui. Vous appartenez à une école qui a travaillé sur les investigations, les faits, le terrain. Aujourd'hui, on a un environnement médiatique dominé par l'hyper-présence des débats, des journalistes qui muent en panélistes. Quel est le regard que vous jetez, surtout avec la distance? Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Si je m'en tiens à l'histoire de la pratique des métiers de la presse, à chaque fois que la presse a connu des moments difficiles, le journalisme d'investigation a régenté celle-ci. Vous avez l'histoire du sang contaminé en France, vous avez l'histoire du Watergate aux États-Unis. Ce sont des histoires, ce sont des faits qui ont bouleversé des courants dans leur pays, même l'ordre constitutionnel. Même l'ordre institutionnel, l'ordre constitutionnel dans ces pays-là. Vous avez encore d'autres affaires qui ont, à chaque moment, l'affaire Nelly Bly, qui aux États-Unis a fait des tollés et a permis à la presse de se redéfinir. Bon, aujourd'hui, on est dans un débat qui est celui de la place des soi-disant des lanceurs d'alerte, qui, selon une certaine opinion, prend la place de la presse ou prendrait la place de la presse. Pour moi, non. Le journaliste, pour moi, ce sont des grands défis auxquels le journaliste devrait déjà être prémuni. Le journaliste d'investigation, pour moi, c'est ce qui va aider la presse à se redéfinir. On a un problème dans la pratique de notre métier qui est celui du fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste. C'est-à-dire, vous vous levez votre matin, vous avez votre téléphone portable, vous avez votre panneau, vous tombez sur un accident de la circulation, vous écrivez en bon ou en mauvais français, vous donnez le bilan. Un accident dramatique est survenu à Bepanda, tout le monde peut l'écrire sur son téléphone et a donné l'information. Vous êtes touché aux États-Unis ou à Londres ou à Douala ou je sais pas moi où, vous avez à la seconde près des connaissances sur des faits survenus où vous voulez dans 4 coins du monde. Maintenant, c'est quoi le journaliste? Le journaliste, c'est celui qui va, bien évidemment, travailler, traiter ces informations, assurer un certain suivi, enquêter pour expliquer aux gens les réelles circonstances de la survenance des faits, etc., 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 etc. Bref, construire une histoire autour d'un fait, autour d'un événement survenu. Donc, voilà le regard critique que j'ai, mais sinon le reste, je ne veux pas mieux en donneur de leçons, il y a beaucoup d'aînés qui ont, voyez-vous, beaucoup plus de légitimité à aborder ces questions. Oui, mais votre expérience peut quand même faire office de cas d'école, notamment dans la gestion de ces enquêtes, tout ce qui est lié à l'investigation, qui semble perdre de la place dans la pratique quotidienne du métier. Cette expérience-là, quand même, peut faire office de graine, Ruben Malik Djoubissi, parce que à travers vos productions, comme on le disait d'entame dans cette émission, vous avez impacté, vous avez fait un travail assez intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes journalistes qui nous regardent aujourd'hui et qui souhaitent faire comme Ruben Malik Djoubissi? Je ne pense pas que quelqu'un voudrait faire comme moi. Parce que quand je regarde mes anciennes productions, j'ai encore beaucoup de choses à dire et à redire sur tout ce que j'ai fait par le passé.
Bon. Ben, vous pouvez me croire, vous en avez inspiré. Oui, bon, plus d'un. Mais quand on regarde le travail, à un moment donné, il faut se dire qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. C'est ce que je pourrais, moi, conseiller à un jeune, c'est de travailler au quotidien, c'est de regarder autour de lui, c'est d'écouter les conseils des aînés, vous comprenez, c'est de à chaque fois aller vers la connaissance, aller chercher et puis rester fidèle aux faits. Et voilà, le journaliste, c'est ça, c'est le fait, 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 c'est la charge de la preuve. Sinon, vous n'êtes pas journaliste. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle de votre ancien média, celui pour lequel vous avez travaillé pendant près de 8 ans? Canal 2 International. Effectivement. Non, je ne voudrais plus parler de Canal 2, c'est une histoire ancienne, Canal 2 International. Voilà. Allez vite la question, simplement. Je n'ai pas parlé de finances, non, je sais, je veux dire... Pourquoi je parlais de Canal 2? C'est que Canal 2, ce n'est pas le seul média qui non, je sais. J'ai travaillé à Canal 2, j'ai été à STV aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Chef d'antenne STV Yaoundé, même si je n'ai pas duré à cette fonction. J'ai été à RTM pendant de très longues années. Tout à fait. Mais je crois qu'on pense que Canal 2 n'est pas lié, La relation avec Canal 2 est particulière. Ça m'a beaucoup apporté. Mais je ne vais pas passer ma vie à parler de Canal 2 International. Non, mais vous n'avez... Ce serait malsain. Non, vous n'avez pratiquement jamais fait, parce que depuis 8 ans, vous n'avez pas accordé des interviews. Donc peut-être l'une des rares fois où on vous écoute sur le sujet. Et j'ai envie de vous demander, par rapport à la qualité de production que vous avez, au travail que vous avez fourni, est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que la chaîne ne vous a pas fait un retour d'ascenseur? Ah non, j'ai pas envie de parler de ça. Retour d'ascenseur. Vous savez, notre métier, quand vous êtes... J'ai pas envie de parler de ça. Tout à fait. Voilà, c'est pas moi, je n'attends plus rien. Et puis, il faut pas, je n'attends rien de ce média. Je n'attends rien de personne. Si j'échoue, si vous échouez, c'est à cause de vous. C'est pas à cause d'un patron généreux ou véreux. C'est pas. Tout à fait. Voilà. Comme je n'étais pas obligé de travailler pour Canal 2 International, j'aurais dû, à la seconde près, me rendre compte que c'est pas le patron voulu et démissionner. Donc, si vous restez, c'est vous êtes d'accord avec ce qui se fait. Et donc, j'assume pleinement ce qui s'est passé. Et puis voilà. Puis voilà. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale importante au Cameroun. Depuis 8 ans, vous me dites, vous observez la société. Qu'est-ce que vous pensez de la façon avec laquelle notre pays est géré et qu'est-ce que vous attendez de ces élections qui arrivent? Mais j'attends que les choses se passent de façon transparente, comme d'habitude. Je n'ai pas qualité de commenter des questions politiques. Je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, les questions politiques, c'est pas mon domaine. Voilà, je suis journaliste d'investigation. S'il y a un fait divers, ça m'intéresse. Tout à fait. Après, si X ou Y, voilà, a gagné une élection, tant que les institutions sont d'accord avec ce qui se passe, moi, je suis simplement un suiveur. Voilà, vous savez, j'en profite pour déférer un commentaire concernant, voyez-vous, cette propension à s'exprimer sur les questions pour lesquelles on n'a aucune compétence et parfois arriver à bousculer, voyez-vous, des susceptibilités. Pour moi, c'est l'un des gros problèmes de la presse camerounaise, c'est-à-dire de se réveiller le matin et s'improviser politologue dans un pays comme le Cameroun, où on en compte des plus compétents et des plus avertis. C'est pas Djoubissier qui va venir donner un avis senti, un avis nourri sur les questions électorales à une période aussi délicate que celle-ci. Je crois qu'il y a des spécialistes qui ont, voyez-vous, le rôle de produire ce type de réflexion de façon à pouvoir apporter quelque chose de bien élaboré, de bien cohérent, de bien senti. Sinon, moi, je ne pourrais que bricoler et c'est pas, voyez-vous, ce que je voudrais faire ici aujourd'hui. Voilà. Ben Malik Djoubissi, en 2013, si c'est encore à l'époque de Canal Détective ou de l'émission Au-delà des faits, il y a l'affaire Noah Foki Surgi, cet homme qui a Ngwaekele en signe de représailles contre un de ses contradicteurs, décide de poignarder son fils. Quel va être votre réflexe? Mon réflexe serait d'aller sur les lieux, de camper, de collecter déjà les témoignages de ceux qui ont vécu la scène. Et maintenant, sur la base de ça, de redéfinir des sentiers de questionnement. Et maintenant, sur la base de ces redéfinitions, d'aller rencontrer les différents protagonistes, d'aller à la justice, d'aller à la gendarmerie, au commissariat, et finalement, de tenter d'interviewer le
présumé assassin et de parler avec ses avocats, de comprendre un peu, bref, de reconstituer le mode opératoire, de tenter de reconstituer les faits, et de tenter de reconstituer aussi le profil psychologique de la personne qui a commis, bien évidemment, le forfait. Parce qu'il y a surtout ce profil psychologique, cette dimension immatérielle qui a parfois été négligée par les journalistes d'investigation, c'est de savoir dans quel état d'esprit se trouvait cette personne. Les juristes, ils s'en sortent parfois, mais de façon assez malicieuse. Mais pourtant, il y a des spécialistes qui peuvent nous dire réellement quel est le profil psychologique de la personne. Est-ce qu'elle a, bien évidemment, des prédispositions à être méchante, et puis même le profil de la personne. On nous dit que c'était un assassin coutumier du fait. Bon, enfin, j'ai entendu ça et là, j'ai lu des tonnes et des tonnes sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut aller démontrer, il faut aller retracer un peu quelle était la vie de cette personne sur les 5 dernières années pour voir si il y a eu à un moment donné des faits qui indiquaient qu'il était bien évidemment prédisposé à ce type de réaction. Ça vous manque pas un peu? Ça vous gratte pas un peu? Vous en parlez avec tellement de passion. Oui. Ça vous dirait pas de revenir? De revenir? Si l'occasion se présente, je reviendrai. Voilà. Il y a un projet en gestation. Oui, il y a un projet en gestation, Sacrée Justice, voilà, qui est un programme, un web documentaire que je suis en train de préparer pour une page Facebook, Instagram, Twitter et même YouTube qui existait déjà. Et d'ailleurs, j'ai déjà 2 collaborateurs. Pour le moment, je suis engagé sur un petit contrat. Quand je termine, je vais me consacrer à ce nouveau projet pour lequel je voudrais apporter notre façon de faire le journalisme d'investigation. C'est dommage qu'on n'ait pas Ruben Malik Dubissi sur petit écran. C'est bon, si vous me le dites, je suis heureux de l'entendre. C'est bien dommage pour notre médiation. Mais tout à fait, je reviendrai. Sacrée Justice travaillera davantage pour que l'injustice brise, voyez-vous, le silence et donner la parole à des personnes qui se sentent à un moment donné orphelines de leur justice, qui se sont sentis à un moment donné blessés dans leur amour propre et qui voudraient prendre la parole pour dénoncer. Donc, c'est le travail que nous voulons faire maintenant. Bon, après, on verra, on va réunir ce qu'il faut comme moyens et comme ressources pour pouvoir rendre ceci possible. Mais les pages sont déjà prêtes. Et même que j'ai déjà quelques collaborateurs avec qui, d'un moment à l'autre, on va commencer les tournages. Avant de sortir, parlons aussi de votre implication dans le cadre de l'organisation de la prochaine édition des Africainform Awards. Oui. Vous travaillez avec le média Africainform. Comment ça se passe et comment est-ce que... Tout se passe très bien. Je participe aux réunions. Je parle avec son promoteur, M. Aristide Bouna, que je connais depuis de très longues années, et que je respecte aussi beaucoup pour son engagement à pouvoir et à vouloir créer cette institution, parce que cet événement est devenu une institution pour sa 4e édition. L'institution récompense, voyez-vous, les meilleurs dans différents domaines, mais surtout dans des domaines assez définis comme, voyez-vous, le meilleur maire de sa localité ou même du Cameroun, le meilleur député, meilleur site, meilleur journaliste, voyez-vous, sportif ou politique, etc., etc. Bon, alors, nous travaillons là-dessus et moi, ce qui m'impressionne, c'est la poursuite d'une certaine objectivité et qui, à un moment donné, garantit la légitimité de son événement. Et il y a des nominateurs qui sont triés vraiment sur le volet, ce sont des membres du prélat, ce sont des artistes de très grande facture, ce sont des journalistes de très haut niveau, ce sont des têtes couronnées du landerneau politique, ce sont des membres de la société civile qui vont finalement mutualiser leur regard pour choisir dans notre société qui excelle dans son domaine. Vous comprenez qu'ici, c'est la performance qui est mise en avant. Voilà la raison pour laquelle ce projet me tient à cœur et d'ailleurs j'accompagne son promoteur pour que davantage on puisse apporter notre petite pierre à l'édifice, puisque c'est dans, je crois, 2 semaines, tout à fait. Que l'événement aura lieu. Le 28 juin, plus exactement. Plus exactement. Voilà, avec la tenue prochaine d'une conférence de presse au Crystal Palace. Et n'oublions pas aussi, parce qu'il faut tenir compte de cela, le slogan « Écrivons l'histoire ». Et remettons le citoyen au centre des jeux politiques, des actions politiques et publiques. Bon, actions politiques et publiques. Moi, je crois qu'il y a un notable et un vocable qui a sauté. Tout à fait. Donc, vous comprenez que
faisons très rapidement un petit commentaire pour dire que je veux dire, c'est une occasion ou une évaluation en mi-chemin pour ce qui concerne les magistrats municipaux, d'évaluer leur popularité un peu. C'est-à-dire que vous avez élu un maire et à un moment donné, vous n'êtes plus d'accord avec sa façon de travailler. Il y a l'occasion pour vous de sanctionner par un vote. Une fois chaque 2 ans. Voilà, une fois tous les 2 ans, pour que le maire puisse revenir, voyez-vous, sur ses pieds et se dire mon peuple n'est pas très d'accord avec ma façon de travailler. Et voilà un peu ce qui me passionne là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas que les maires, il y a les députés, il y a tous les secteurs de la vie publique sont touchés. Le département ministériel, etc. Meilleur en politique, meilleur femme politique de l'année. Et vous avez des grands noms qui reviennent à chaque fois, Madame Célestine Tesquecha, Madame Laurent Foster, etc. Et moi, ça me convient de participer à cette très belle aventure. Jeune Malik Djoubissi, merci. C'est moi. C'est un moment de télé. C'est bon. J'ai envie de faire quelque chose. Je vous entends. Vous laissez conclure cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. C'est prêt. African Awards, acte 4. L'événement que tout le Cameroun attend. Cette année encore, honneur aux acteurs politiques, institutionnels et économiques qui veillent au bien des Camerounais. Prenons rendez-vous le 28 juin 2025 au prestigieux Crystal Palace à Douala pour une soirée d'exception. Pour vous, qui mérite d'être célébré dans les 14 catégories. Les votes sont ouverts du 1er au 20 juin 2025 sur le site afrique-informe.com. C'est à vous de décider. Un citoyen, un vote. African Awards. Remettons les citoyens au centre des actions politiques et publiques.